En 1918, à la Nouvelle-Orléans, l'homme à la hache terrorisa la ville, semant la peur et la désolation dans son sillage. Le tueur en série, qui était souvent décrit comme une grande silhouette sombre brandissant une hache, semblait insaisissable, et la façon dont il pénétrait dans les maisons était tellement étrange que certains pensaient qu'il était un esprit de l'au-delà, peut-être même un démon. L'homme à la hache a inspiré un personnage de la 3e saison d'American Horror Story, l'esprit d'un saxophoniste de jazz d'une 50aine d'années qui assassine des femmes et éventuellement les maris gênants. Le 23 mai 1918, à la Nouvelle-Orléans, M. Joseph Madio et son épouse Catherine furent assassinés dans l'appartement qu'ils occupaient juste au-dessus de leur épicerie. Le tueur avait égorgé le couple avec un rasoir, puis, pour une obscure raison, il leur avait défoncé la tête à la hache avant de s'enfuir. La pauvre femme était probablement morte sur le coup, car elle avait eu la gorge tranchée si profondément que sa tête se détachait pratiquement de ses épaules. Quant à son mari, il survécut jusqu'à l'arrivée de ses frères, Jack et Andrew, mais il mourut sans avoir eu le temps de décrire leur agresseur. Lors de l'enquête qui s'ensuivit, les policiers découvrirent que le tueur était entré en découpant un panneau de la porte à l'arrière de la maison et qu'il avait abandonné ses vêtements tachés de sang et la hache dont il s'était servi dans l'appartement. L'homme n'avait laissé aucun indice et n'avait rien volé, ni bijoux, ni argent. Tout était toujours en place, pratiquement à la vue de tous. Mais il avait écrit un message à la craie, non loin de la maison. Madame Joseph Maggio siégera ce soir. Il suffit d'écrire Madame Tonnet. Peu de temps après, le rasoir qui avait servi au crime fut retrouvé dans le jardin d'une propriété voisine. Il appartenait à monsieur Andrew Maggio, le frère de la victime, qui exerçait la profession de barbier et qui l'avait emporté de son échoppe 2 jours plus tôt pour en aiguiser la lame. Andrew habitait un appartement attenant à la maison de son frère, et il expliqua qu'en rentrant chez lui après une nuit de fête, il avait entendu des bruits étranges et des gémissements, mais qu'il était soûl et qu'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait. L'homme devint alors le principal suspect du chef de la police, qui alla même jusqu'à l'arrêter, mais dut le libérer quelque temps plus tard, après qu'un témoin ait rapporté avoir remarqué un inconnu non loin de l'épicerie le soir du drame, qui tentait de se dissimuler. Le 27 juin, vers 7 heures du matin, John Sanka, qui était boulanger, venait d'effectuer une livraison de routine, quand il découvrit Louis Bézumet et Harriet Lowe, un épicier et sa maîtresse, qui baignaient dans une flaque de leur propre sang. Ils avaient tous les deux été attaqués à la hache, et s'ils étaient gravement blessés à la tête, ils avaient échappé au pire. Encore une fois, le meurtrier semblait être rentré dans la maison en enlevant un petit panneau d'une porte. Il avait d'ailleurs abandonné son ciseau à bois sur les marches de l'escalier. Une hache tachée de sang avait été laissée en évidence dans la salle de bain, et il n'avait rien volé. Après avoir repris conscience, Harriet expliqua que leur agresseur était grand et qu'il avait la peau sombre, mais ces déclarations ne furent pas retenues par la police en raison de son état. Une fois remis de leurs blessures, l'épicier et sa maîtresse repartirent habiter le même appartement, mais la jeune femme était restée partiellement paralysée du visage, et quelques mois plus tard, elle dut subir une opération chirurgicale qui fut un échec et la laissa mourante. Alors inexplicablement, Harriet changea sa version de l'histoire, et elle accusa son amant d'être responsable de tous ses malheurs. Louis fut alors arrêté et emprisonné jusqu'à son procès, qui se déroula 9 mois plus tard. Fort heureusement pour lui, les membres du jury eurent du mal à concevoir que le commerçant s'était lui-même fracturé le crâne à coups de hache, et le 1er mai 1919, ils le déclarèrent innocent après une délibération de 10 minutes seulement. Le 5 août, en début de soirée, Madame Edward Schneider, qui était enceinte de 8 mois, se réveilla en sursaut, et ouvrant brusquement les yeux, elle aperçut une grande silhouette fantomatique au-dessus de son lit. Épouvantée, elle se mit aussitôt à hurler, mais un objet s'abattit sur sa tête, et le silence retomba sur la chambre. Peu après minuit, Ed Schneider, son mari, rentrait du travail, quand il la retrouva inconsciente, qui gisait dans son sang. Une plaie béante s'ouvrant sur son visage. Elle avait perdu de nombreuses dents, mais elle était en vie. Cette fois, aucune arme n'avait été laissée sur place et aucun signe d'effraction ne fut relevé. Les enquêteurs en conclurent que la malheureuse avait été frappée avec une lampe qui se trouvait à proximité. Mais d'autres supposèrent que le meurtrier avait amené sa hache et qu'il l'avait remportée avec lui. Cependant, la fin de cette histoire ne fut pas aussi terrible qu'elle le put, car Madame Schneider se remit de ses blessures et 2 jours plus tard, elle donna naissance à une petite fille qui était en parfaite santé. Le 10 août, Pauline et Marie Bruno, 2 sœurs, âgées de 13 et 16 ans, furent réveillées par des bruits de coups dans la chambre qu'occupait leur oncle monsieur Joseph Romano. En entrant dans la pièce, les jeunes filles découvrirent que le vieil homme avait reçu des coups sur la tête, qui étaient ouvertes en 2 endroits. Comme son agresseur s'enfuyait de la scène,
Elles furent en mesure de le distinguer et elles le décrivirent comme un homme à la peau sombre qui portait un costume noir et un chapeau rabattu sur le visage. Bien que grièvement blessé, M. Romano fut capable de marcher jusqu'à l'ambulance, mais il mourut 2 jours plus tard d'un grave traumatisme crânien. Une fois encore, aucun objet n'avait été dérobé, mais une hache sanglante avait été posée dans l'arrière-cour de la maison et un panneau de la porte de derrière avait été découpé. Étrangement, les témoins parlaient tous d'un homme de grande taille, mais les panneaux qu'il enlevait des portes étaient particulièrement petits, et il semblait impossible pour un homme de se glisser par ces ouvertures. Suite à cette nouvelle tragédie, une vague d'hystérie déferla sur la ville. Effrayés à l'idée de se faire surprendre dans leur sommeil, certains commencèrent à veiller à tour de rôle, gardant toujours des fusils chargés près de leur lit et guettant les dernières nouvelles de celui qui était maintenant surnommé l'homme à la hache. John D'Antonio, un détective italien à la retraite, fit alors une déclaration publique, expliquant qu'en 1911, un certain nombre d'homicides avaient été commis qui représentaient d'étranges similitudes avec ceux de l'homme à la hache, et dont l'auteur n'avait jamais été arrêté. Le détective pensait que le tueur était peut-être le même dans les 2 affaires, le voyant comme un homme à double personnalité qui tuait sans motif un citoyen respectable qui parvenait à surmonter ses pulsions meurtrières la plupart du temps, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. La panique était telle que de nombreux témoins se présentèrent au poste de police qui affirmaient tous avoir aperçu un homme armé d'une hache se cacher dans tel ou tel quartier de la Nouvelle-Orléans. D'une manière plus inquiétante, certains qui étaient tous épiciers rapportèrent avoir trouvé une hache dans leur arrière-cour ou une porte de leur maison abîmée. Le 11 août, aux premières heures du matin, un homme du nom d'Al Durand découvrit une hache et des ciseaux posés près de la porte à l'arrière de son domicile. Le bois avait été nettement endommagé, mais il était tellement épais que le meurtrier n'était pas parvenu à le découper et qu'il avait fini par abandonner. Le même jour, une rumeur courut que le tueur se promenait dans certains quartiers de la ville, se faisant passer pour une femme, et une chasse à l'homme fut organisée sans succès. Le 21 août, un homme fut aperçu alors qu'il sautait une clôture à l'arrière d'une maison qui portait soi-disant une hache à la main et sur lequel un jeune homme prétendit avoir tiré. Une milice se forma rapidement qui le prit en chasse, puis des policiers furent envoyés qui fouillèrent le quartier en vain. Les enquêteurs commencèrent à se demander si la peur ne faisait pas délirer les gens. À la fin du mois d'août, M. Paul Lobella remarqua que l'un des panneaux de la porte arrière du bâtiment qui lui servait d'épicerie et de résidence avait été enlevé. Le jour même, un autre épicier, M. Joseph Leboeuf, signala à la police qu'une tentative avait été faite de ciseler l'une de ses portes durant la nuit. Réveillé par le bruit, il avait tenté d'effrayer l'intrus sans s'en approcher, et l'homme s'était enfui, laissant derrière lui la hache dont il pensait probablement se servir. Le lendemain, une hache et des traces de forage furent retrouvées à l'arrière de la maison de M. Regneil, épicier lui aussi. Le 15 septembre, M. Paul Durel constata que quelqu'un avait tenté de découper l'une de ses portes au cours de la nuit. Fort heureusement, le commerçant avait déposé une caisse de tomates juste devant la veille au soir, et elle lui a probablement sauvé la vie. Puis brusquement, après toutes ces tentatives avortées, l'homme à la hache disparut. Quelques habitants de la Nouvelle-Orléans rapportèrent avoir été victimes de cambriolage. Certains tirèrent sur des rôdeurs dans l'obscurité, mais aucun ne vit de hache ou ne fut tué. Les enquêteurs, soulagés, espéraient que la vague de terreur était enfin terminée, mais quelque temps plus tard, un crime fut commis, qui portait clairement la signature de l'homme à la hache. M. Charles Cortimiglia était un immigrant italien qui vivait à Gretna dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, avec sa femme Rosie et leur fille Marie. Dans la nuit du 10 mars 1919, M. Orlando Giordano, un épicier qui leur était voisin, entendit des cris en provenance de leur maison, et aussitôt il se précipita dans la rue. Quand il arriva devant chez eux, M. Giordano remarqua tout d'abord Rosie qui se tenait à la porte, gravement blessée à la tête et qui serrait contre elle sa petite fille morte. Son mari gisait sur le sol derrière elle, et il saignait abondamment. Les malheureux époux, qui souffraient tous deux de fractures du crâne, furent transportés à l'hôpital et ils y restèrent plusieurs jours. Comme à son habitude, l'assassin n'avait laissé aucun indice et il n'avait rien volé, mais il avait découpé un panneau de la porte arrière et avant de s'enfuir, il avait posé sa hache ensanglantée en évidence sous le porche, derrière la maison. Les enquêteurs déclarèrent qu'ils pensaient que tous les crimes avaient été commis par le même homme, qu'ils décrivirent comme un fou sanguinaire rempli d'une passion pour le meurtre. L'assassinat brutal de la petite Marie horrifia les habitants de la Nouvelle-Orléans, et de nouveaux témoins se manifestèrent qui disaient avoir vu le meurtrier
ici ou là dans la ville. Puis, comme tout le monde avait remarqué les petitesses des ouvertures que l'homme à la hache découpait pour entrer dans les maisons de ses victimes, des rumeurs commencèrent à courir qu'il était probablement une femme, ou un nain, ou une créature de l'au-delà, peut-être le diable lui-même, qui paraissait à l'endroit de son propre choix par un moyen surnaturel. D'une surprenante manière, lorsqu'elle reprit pleinement connaissance, Rosie accusa son sauveur et son fils de les avoir attaqués. Cette accusation étant d'autant plus étrange que M. Giordano était âgé de 69 ans et que son état de santé était bien trop mauvais pour qu'il ait pu commettre de tels actes. Quant à son fils, Frank, il mesurait plus d'1,80 m et il pesait plus de 90 kilos, et il aurait été tout à fait impossible de passer par la toute petite ouverture de la porte. Charles Cortimiglia néa avec véhémence les allégations de sa femme, mais la police arrêta néanmoins les deux hommes qui furent reconnus coupables d'assassinat. Frank fut condamné à la pendaison et son père à la prison à vie sur le seul témoignage de Rosie. À la fin du procès, Charles, qui soutenait toujours les deux hommes, était innocent, décida de divorcer de sa femme qui avoua 1 an plus tard avoir faussement accusé M. Giordano et son fils par dépit et jalousie. Fort heureusement, la condamnation à mort n'avait pas encore été exécutée et les deux hommes furent libérés de prison peu de temps. Le vendredi 14 mars 1919, le rédacteur en chef du journal The New Orleans Times, Picayune, reçut une lettre d'une rare prétention d'un inconnu qui prétendait être l'homme à la hache. « Estimés mortels, ils ne m'ont jamais attrapé et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis ce que vous, les Orléanais, et votre stupide police appelez l'Axeman. Quand je le jugerai bon, je viendrai réclamer d'autres victimes. Moi seul sais qui ils seront. Je ne laisserai aucun indice, sauf ma hache ensanglantée couverte de sang et de cervelle de celui que j'ai envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de faire attention à ne pas m'agiter. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je ne m'offusque pas de la façon dont ils ont mené leurs enquêtes dans le passé. En fait, ils ont été si complètement stupides que non seulement ils m'amusent, mais aussi Sa Majesté satanique, Francis, Joseph, etc. Mais dites-leur de se méfier, qu'ils n'essaient pas de découvrir ce que je suis, car il valait mieux qu'ils ne soient jamais nés que d'encourir la colère de l'Axeman. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un tel avertissement, car je suis sûre que la police m'évitera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont sages et savent comment se tenir à l'écart de tout mal. Sans aucun doute, vous, les Orléanais, vous me considérez comme un meurtrier des plus horribles, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. À volonté, je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à 12h15 heure terrestre, mardi prochain, le soir, je vais passer au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une proposition. Voilà, j'aime beaucoup la musique jazz et je jure par tous les démons des régions inférieures que chaque personne sera épargnée dans la maison de laquelle un groupe de jazz bat son plein à l'époque que je viens de mentionner. Si tout le monde a un groupe de jazz, eh bien, tant mieux pour vous. Une chose est certaine, et c'est que certains de vos gens qui ne jazzent pas ce mardi soir spécifique s'il y en a, vont obtenir la hache. Eh bien, comme je suis froid et que j'ai envie de la chaleur de mon Tartarus nataral, et qu'il est temps que je quitte votre maison terrestre, je cesserai mon discours, espérant que tu publieras ceci afin que cela aille bien avec toi. J'ai été, suis et serai le pire esprit qui ait jamais existé, soit en fait, soit dans le domaine de la fantaisie. L'homme à la hache. Cette lettre suscita un grand émoi dans la ville et de nombreuses personnes commencèrent à songer à la façon dont le jazz allait remplir leur nuit du mardi. Cependant, si la plupart étaient effrayés par les menaces de l'homme à la hache, tous ne se laissèrent pas intimider, et certains parmi les mieux armés firent passer des annonces dans les journaux, invitant le tueur à visiter leur maison. L'un d'entre eux lui promit même de laisser sa fenêtre ouverte pour le laisser rentrer, lui demandant poliment de ne pas endommager sa porte. Le mardi suivant, les habitants de la Nouvelle-Orléans firent la fête comme si leur vie en dépendait, et peut-être était-ce vraiment le cas. Les salles de danse et les night-clubs se remplirent d'amateurs. Tous les groupes de jazz, qu'ils soient professionnels ou non, furent invités à jouer dans des soirées privées, et certains, qui n'avaient rien trouvé de mieux,
formèrent des orchestres improvisés avec leurs voisins. Durant toute la nuit, la ville vécut au rythme du jazz et quand le jour se leva, personne n'était mort des mains de l'homme à la hache. En souvenir de cette fameuse nuit, Joseph Davila, un compositeur local bien connu, composa une chanson dans le style typique de la Nouvelle-Orléans, The Mysterious Axeman's Jazz, le jazz du mystérieux homme à la hache, qui devint un énorme succès. Peut-être l'homme à la hache avait-il été satisfait de voir la Nouvelle-Orléans vibrer ainsi au son de la musique qu'il aimait tant, car après cette nuit-là, il disparut pendant de longs mois. Le 10 août, au beau milieu de la nuit, Steve Boca, qui possédait une épicerie, se trouvait dans son lit quand il aperçut une silhouette sombre brandissant une hache qui planait au-dessus de lui, et brusquement, il sombra dans l'inconscience. Quand il revint à lui, Steve sortit en trébuchant de son appartement de l'avenue Elysian Fields, et dégoulinant de sang, il se dirigea vers l'une des maisons de ses amis, Frank Genusa, où il perdit conscience une nouvelle fois. Les policiers se rendirent immédiatement au domicile de la victime et ils y trouvèrent des indices classiques que laissait toujours l'homme à la hache. Le panneau de bois découpé dans la porte et la hache sanglante abandonnée sur le sol. Mais rien d'autre. Le 2 septembre, William Carson, un pharmacien, tira plusieurs coups de feu sur un inconnu qui fit brusquement irruption dans sa maison. L'homme laissa une porte cassée et une hache derrière lui, mais il réussit à s'échapper, apparemment indemne. Le 3 septembre 1919, aux heures les plus sombres de la nuit, Sarah Lohman fut attaquée par quelqu'un ou quelque chose armé d'une hache alors qu'elle dormait chez elle. Le lendemain, comme la jeune fille qui avait 19 ans et qui vivait seule ne répondait à personne, ses voisins finirent par forcer la porte et ils la découvrirent, qui gisait sur son lit, inconsciente. Elle présentait une commotion cérébrale, une terrible plaie s'ouvrant sur son crâne, et l'agression avait été tellement violente qu'il lui manquait plusieurs dents. Une hache fut retrouvée dans le jardin de la propriété, mais cette fois, le tueur n'était pas entré par la porte, comme il aimait à le faire, mais par une fenêtre que la jeune fille avait laissée ouverte. Par la suite, Sarah récupéra de ses blessures, mais jamais elle ne put se souvenir de tous les détails de l'attaque. Une nouvelle vague de panique souffla alors sur les habitants de la Nouvelle-Orléans, qui comprirent que personne n'était à l'abri de l'homme à la hache. Au cours de la nuit du 27 octobre 1919, Mike Pepitone, un épicier, fut massacré dans son lit. Sa femme, qui dormait avec leurs 6 enfants dans la chambre d'à côté, fut réveillée par le bruit, et comme elle arrivait à la porte, elle aperçut un homme de grande taille qui s'enfuyait, brandissant une hache. Son mari avait été frappé si violemment qu'il baignait dans son sang, et des éclaboussures avaient été projetées sur les murs de la chambre jusqu'au petit tableau de la Vierge Marie qui en était rempli. Étrangement, cette agression fut la dernière. Le tueur disparut comme il était venu, inexplicablement. Les enquêteurs avaient interrogé une multitude de suspects, ils avaient pris les déclarations de nombreux témoins, envisagé toutes les possibilités, mais finalement, ils n'étaient pas plus avancés qu'au premier jour. Personne ne sut jamais qui se cachait derrière l'homme à la hache, mais plus jamais il ne fit parler de lui à la Nouvelle-Orléans. C'est la fin de cette vidéo sur l'homme à la hache, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des hypothèses sur qui pourrait-il être.